Hey, bonjour tout le monde. Ici Adrian. Je suis très content d'être parmi vous de nouveau pour l'émission numéro 10 de l'entre-deux. Depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Tellement que j'essaie de trouver la façon, la formule pour condenser un peu. C'est surtout ma perspective est plus une perspective de recul, de survol, parce qu'à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'informations. Et le but ici, c'est pas de vous donner la chronologie de toute l'information, mais de faire une analyse avec un recul. C'est ça qui est important. Un peu comme peut-être un général ou peut-être même Napoléon serait au sommet d'une colline, puis il commence à regarder un peu ce qui s'en vient au niveau stratégique, un peu au loin, d'accord? C'est un peu mon approche, d'accord? Mais on ne peut pas passer à côté de ce qui vient de se passer dans le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Il y aurait beaucoup à dire. Moi, mon point de vue, excusez, c'est pas tellement que je suis plus pour un que pour l'autre. Vous savez, c'est des politiciens, hein. Ils sont là pour vendre leurs projets. Du monde dirait qu'ils sont là pour vendre leur salade. D'accord. Mais ce qu'on retient, nous, en tant que Bitcoiner et même investisseurs, c'est qu'il n'y a personne qui a mentionné la dette outrageuse des États-Unis. Il n'y a personne qui a mentionné qu'ils vont faire des coupures, vont réduire le gouvernement ou peut-être même arrêter de faire des guerres ou des choses comme ça. Et surtout, arrêter de faire des déficits. Que ce soit un Kamala Harris ou que ce soit Donald Trump qui vont être élus, une chose c'est sûre, c'est que la politique de dépenses va continuer. D'accord? Parce que le train est entamé. C'est-à-dire la course folle du train de la dette est entamée. Ils ne peuvent plus arrêter. Je vous ai déjà expliqué que dans notre système financier, la façon qu'il est fait, eh bien, il faut continuellement s'endetter. Mais là, on arrive à la fin. C'est vraiment à la fin avec les informations qui sont en train de sortir. D'accord? Euh, Ça, c'est une chose. Outre le train, je ne sais pas si vous entendez, là. On l'entend un peu loin, là. Portez bien attention, là. On l'entend, là. C'est quoi? C'est le bruit de l'imprimante. La Fed n'aura pas le choix. Le Canada a déjà baissé les taux, la Banque centrale du Canada. Et Christine Lagarde, avec la Banque centrale européenne, vient de faire de même. Et la Fed va être obligée de baisser les taux. Pourquoi? Parce que l'économie est en train de craquer. Maintenant, la question que les investisseurs au niveau mondial se posent, c'est est-ce qu'ils vont le faire avant les élections ou après les élections? Une chose c'est sûre, c'est que l'économie est à bout, comme on dit ici au Québec. D'accord? Tout coûte de plus en plus cher. Puis quand je dis ça, je parle pas que du Québec, je parle de l'Amérique du Nord, je parle aussi de l'Europe. Je regarde les nouvelles en Europe, puis c'est pas mieux. D'accord? Pourquoi? Parce que notre système arrive à la fin, notre système financier, cette expérimentation, si on peut l'appeler comme ça, arrive à la fin de son cycle. Je vous l'ai déjà dit. Et ça aussi, ça arrive aussi à la fin de notre société telle qu'on la connaît, au niveau social, au niveau économique, au niveau culturel. Je pourrais peut-être même vous parler avec tous ces mouvements soi-disant woke qui essaient de refaire l'histoire, effacer l'histoire, d'accord? Donc, c'est pas un hasard si aussi au niveau économique, on arrive à la fin, parce que c'est tout simplement la fin de cette expérience qui est la monnaie fiat, d'accord? Pour revenir aux élections, c'est ça, des promesses à gauche, des promesses à droite, mais surtout des gens qui essaient de trouver des défauts chez un et l'autre. Mais au bout du compte, le commun des mortels va se retrouver avec plus de dettes et avec une autre politique que même si on pense qu'on va donner des liquidités aux gens pour les aider, mais ça, c'est encore des dépenses. C'est encore des dépenses et surtout, nos sociétés ne sont plus une société de production,
mais c'est une société de services et d'endettement. D'accord? Il se produit plus rien. Juste vous dire que le PIB des États-Unis, 50% du PIB aux États-Unis vient de Wall Street, n'est que des produits financiers. OK? Ça explique tout, là. C'est-à-dire que les États-Unis, qui étaient la locomotive au niveau industriel, ne sont plus, ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont déjà été. D'accord? Et l'Occident, par ricochet, suit. Et le Québec, le Canada, bien sûr. On est des voisins, puis on suit la même trajectoire. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'introduction un peu de l'entre-deux. On va parler du Bitcoin, bien sûr. C'est un sujet qui nous passionne. C'est un sujet qui n'est pas juste une question de passion, c'est hyper important, surtout dans le contexte actuel. Donc, nous, on prône vraiment le fait de sortir du système fiat, ou appelez ça comme sortir du système la matrice, appelez-le comme vous voulez, développer un plan B, c'est hyper important, d'accord? Donc aujourd'hui, je viens de voir dans CoinGecko, le Bitcoin est à 60 000. Au cours des dernières semaines, il avait même baissé à, je crois, en bas de 50 000, mais il a remonté. Il y a eu un flash crash, ou il y en a qui appellent ça un fake crash, d'accord? Donc les gens qui suivent le cours du Bitcoin à tous les jours, c'est important de prendre un peu de recul, OK? Parce que le Bitcoin suit aussi les fluctuations monétaires. D'ailleurs, je vais vous expliquer deux chartes hyper importantes. Une, c'est Mark Moss qui nous parle de ça. Mark Moss, que je suis beaucoup, s'est fait beaucoup connaître avec Robert Kiyosaki dans ses émissions de Rich Dad Poor Dad. Puis vraiment, là, je le trouve pas mal intéressant, puis je trouve que ses analyses sont sur la coche, comme on dit. Donc, il va y avoir une charte où je vais vous expliquer, c'est Mark Moss qui nous a expliqué, s'il y a une charte que vous devez suivre, c'est bien celle-là, le lien entre l'injection monétaire de la Fed, okay, le M1, M2 qu'on appelle, donc c'est des injections monétaires inflationnistes, et la courbe, le pic du Bitcoin, et comment ça suit la tendance monétaire. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il va y avoir une nouvelle injection qui va se faire. OK? Une nouvelle injection pour le corps qui est déjà malade, le junkie. Parce qu'il ne peut plus passer de liquidité, il ne peut plus passer de dette. OK? Est-ce que vous devez retenir aussi avec les injections de liquidité de la Banque centrale, c'est que ça va se faire de plus en plus, parce que plus ça va, plus que nous est obligé de payer la dette, donc d'injecter plus de monnaie, ok? C'est comme un catch-22, ça veut dire un cercle vicieux. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va y avoir des fluctuations de pic du Bitcoin de plus en plus souvent qui vont arriver pour atteindre des nouveaux sommets. On parle même que d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre le 100 000. Michael Saylor s'est déjà aventuré que d'ici 20 ans, lui, il va le Bitcoin minimum à 13 millions. Écoutez, il y a des projections à n'en plus finir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, un peu comme Max Kaiser nous le dit, une bonne partie des assets, je vous ai déjà expliqué, les trillions d'actifs de nos sociétés vont rentrer dans une monnaie qui est beaucoup plus forte, d'une devise beaucoup plus forte, entre autres le Bitcoin, mais surtout l'or. D'accord? Donc, le Bitcoin est à 60 000 et c'est reparti. Est-ce que c'est un bull run? On ne sait pas, mais la charte de Mark Moss va vraiment vous donner une belle perspective de ce qui s'en vient. D'accord? Il y a des points de résistance et ça va expliquer aussi comment que le Bitcoin se renforce. Ensuite, suit un pic, ensuite suit un relâchement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une sadline, une période où fluctue plus ou moins égale, et ça reprend. D'accord? Mais je vais tout vous expliquer ça. Une autre charte hyper importante que j'ai trouvée, c'est une entrevue qu'on a faite avec un mathématicien italien, Giorgio, j'ai son nom, mais je vais vous le présenter. Et lui, c'est un peu qui parle de la théorie du power law. La loi du pouvoir, si vous aimez mieux. Le power law, c'est des lois mathématiques, mais c'est aussi des lois qu'on trouve dans la nature qu'on peut appliquer. Exemple, la loi de la gravité.
C'est-à-dire que lorsqu'on échappe un corps, mettons une roche, mettons à 1 mètre, c'est pas la même chose lorsqu'on l'échappe d'un building de 100 étages, OK? Parce qu'il y a l'accélération et la masse et l'impact et la force qu'elle frappe à cause de la vitesse qu'elle prend. Ça, c'est un exemple de Power Law. Power Law, on peut le voir aussi avec l'expansion des naissances et de l'humanité, comment que des fois, ça peut prendre une croissance qu'on peut dire exponentielle, mais une différence entre le Power Law et le développement exponentiel. Exemple, l'Internet, ça suit une courbe de Power Law parce que c'est une croissance qui est, c'est un mélange exponentiel puis organique. OK? Et on va vous montrer une charte du Bitcoin qui, lui aussi, projette ses mathématiques, le Bitcoin à des dizaines de millions dans des années à venir. D'accord? Donc, ça, c'est pour les deux chartes. J'ai aussi quelques petites nouvelles économiques de la part, entre autres, de nos banques et de Warren Buffett. Et on va finir l'émission avec le mot de la fin, qui aujourd'hui va être voyage. OK? À tantôt. Ok, donc de retour ici avec des graphiques que je vous ai promis par rapport au Bitcoin. Donc ici, on est en train de regarder le premier graphique de Mark Moss. Comme je vous disais, Mark Moss, c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre et c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances au niveau des investissements, aussi ainsi que la crypto, mais c'est quelqu'un aussi qui analyse beaucoup les charts, les graphiques qu'on appelle. D'accord? Donc ici, il nous montre un graphique d'une période du Bitcoin entre 2013 et 2018, donc une période de 5 ans. Et il nous met un exemple, ce qu'on appelle la corrélation entre l'assouplissement monétaire, la planche à billets, si vous aimez mieux, là, de la Fed. Pourquoi on parle toujours de la Fed? Parce que c'est elle qui donne la note au niveau mondial. Okay? C'est le chef d'orchestre au niveau monétaire. Donc, il ne faut pas se casser la tête. On suit ce que la Fed fait et on regarde les conséquences de ces décisions. Donc, la corrélation entre l'assouplissement monétaire et l'historique du Bitcoin. Et c'est quand même très intéressant parce qu'ici, vous allez voir que à mesure que l'assouplissement monétaire se met en place, eh bien, il y a comme un pattern, ok? Et c'est ça qui est important, c'est ça que vous devez savoir parce que c'est des cycles qui se répètent. Donc, quand on est capable de lire ces graphiques, c'est un peu comme, on peut dire, on peut prévoir, pas exactement l'avenir, mais on peut prévoir des tendances. Et le data, c'est hyper important, les chiffres sont là. D'accord? Donc, on va passer à le prochain graphique. Ici en haut, vous avez la courbe du Bitcoin. OK? Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en bleu. C'est juste pour vous montrer que dans le graphique, c'est ça qu'on doit comprendre. Vous voyez la courbe du Bitcoin en haut. Et en bas, vous avez la courbe, le graphique de l'injection monétaire de la Banque centrale de la Fed. OK? Et là, ce que vous voyez en blanc, c'est les périodes, les dates où ça a été injecté. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir, d'une façon ou d'une autre, l'injection de la masse monétaire est en croissance de plus en plus. OK? Que ça soit pour la première période ici dans ce graphique-là. Ensuite, vous avez une autre période ici. OK? Et la dernière qui est ici. D'accord? Et vous avez en blanc, OK? C'est un peu les périodes où l'injection s'est faite. OK? Et, excusez-moi,
C'est les périodes en blanc, non, c'est pas l'injection ce qui a été faite, c'est un peu la période de construction. Ce qui veut dire que quand il y a une injection, ça veut pas dire que c'est automatique que ça va suivre, qu'il va commencer à avoir une hausse du Bitcoin. Il y a une période d'attente, si on peut dire. Mais c'est aussi une période qui correspond à ce qu'on appelle build-up, qu'on dit en anglais. Ça veut dire de construction. Donc, les tradings sont en train de se faire, la mise en place des exchangers qui commencent à s'activer, les gens commencent à en parler, et aussi l'inflation. L'inflation commence à faire son cours parce que cette injection de liquidité prend un certain temps à rentrer dans le marché, et ça va se refléter dans deux éléments, à part le Bitcoin: l'immobilier et le stock. Parce que les prix de l'immobilier et le prix des actions, de stock, c'est tout simplement que de l'inflation. Pourquoi? Parce que les gens cherchent une façon où mettre de l'argent à l'abri. C'est pas parce qu'ils veulent investir, c'est parce qu'ils essaient de le mettre à l'abri. Donc, l'immobilier, les maisons, d'accord, en général, c'est pas parce que la maison s'est appréciée ou quoi que ce soit. Non, c'est le coût de vie qui monte, et les gens essaient de vraiment mettre ça à l'abri, et ça fait monter le prix de l'immobilier. On pourrait dire d'une façon spéculative, et aussi des actions. Et le Bitcoin aussi commence à trouver cette période-là, qui commence à faire cette période de build-up qu'on appelle. D'accord? Et là, ce qui arrive, à un moment donné, boum, ça décolle. Et le Bitcoin, ici, comme vous voyez, il arrive à une période, un pic. OK? Ça commence à monter. Et c'est le bull market, et c'est le pic. D'accord? Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est d'une façon plus détaillée comment la courbe fonctionne. D'accord? Donc, en jaune, ce que vous voyez ici, c'est lorsqu'il y a l'injection de liquidité, il y a une période de construction, que le build-up, que je viens de vous expliquer. Et c'est toujours comme ça. OK? Il y a la construction de la tendance. Ensuite, ça démarre. OK? Parce que ça atteint un point d'ébullition. Vous savez, quand vous faites bouillir l'eau, là, à un moment donné, ça chauffe. Et là, boum, les petites bulles commencent à monter. Là, ça commence à spéculer, ça commence à se parler à gauche, à droite. Et ça y est, ça pogne. Et ça se met à monter. OK? Ça atteint des sommets. C'est ce que je vous montre ici, là, pour les traders, pour les gens qui sont sur les marchés. Ça vaut des milliards, ces graphiques-là. OK? C'est pas anodin ce que je suis en train de vous montrer, parce que c'est la pulsion du marché. Parce que le Bitcoin, il est tradé 24 sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Donc, c'est le seul asset, OK, qui est à la merci du marché au pouls. En fin de compte, c'est la vraie réalité. D'accord? Donc, ça commence, c'est reparti, ça décolle, OK? Mais comme toute chose, ça peut pas tenir éternellement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez avoir une période de relâchement. OK? Donc, c'est cette période-là que souvent les gens disent: oh, c'était juste une bulle, oh, c'était juste momentané, le Bitcoin va retomber à zéro. Mais les gens qui suivent les graphiques, les gens qui prennent du recul, les gens qui sont au sommet de la colline, comme Napoléon, ils regardent au loin, ils regardent ça, puis ils font des analyses. Et là, ils commencent à se rendre compte: attends un peu, là, il y a toujours un pattern qui se fait. C'est toujours relié à l'injection monétaire. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Je viens de vous le dire. OK, prochainement, il va y avoir une injection monétaire. La Fed, elle n'a pas le choix. OK? Parce que l'économie est en train de craquer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas Mark Moss qui le dit. C'est logique. OK? Ce que je vous montre ici, ce n'est que des analyses, OK, logiques des tendances, des cycles du marché. D'accord? Donc, le but ici, c'est juste de vous dire: regardez, prenez du recul, analysez ça, faites vos recherches, et ensuite, si vous voulez, partagez l'information. D'accord? Donc, on arrive à cette période de relâchement, et on arrive à une période de plancher. C'est quoi la période de plancher? C'est tout simplement là où le Bitcoin, on sent là qu'il ira pas plus bas. OK? C'est comme s'il y a eu un sévrage dans le marché, les gens qui ont trop spéculé, ils ont fait faillite, les firmes qui ils ont trop magouillé, ils ont tombé, mais on arrive à la réalité du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui achètent. Et là, ça fait comme on peut appeler ça une résistance. D'accord? Et ça recommence. D'accord? Donc, c'est ce que moi, je voulais vous montrer. Et c'est drôle parce que moi, je fais de la musique. D'accord?
Et la courbe que vous voyez ici, c'est le pic. Ça me fait penser vraiment lorsqu'on fait des web tables, ça veut dire qu'on joue des fréquences pour faire des sons électroniques. C'est toujours comme ça. Quand on fait un kick, ça veut dire un coup de tambour. OK, ça fait boum, ça monte. Ensuite, il y a une période sustainable, ça veut dire on soutient le son et boum, après ça, il descend jusqu'en bas. C'est la période de silence. Et là, tout le monde dit, oh, il se passe plus rien. Il dit, le Bitcoin, d'après moi, c'est fini. Vous savez, les gens qui ne font que être collés sur la vitre, OK, et ne se fient à ce que les têtes parlantes de la télévision vont leur dire, ils prennent pas du recul. Je vous le dis encore une fois, notre émission, l'émission que je fais ici, c'est de observer, OK, du sommet de la colline. D'accord? Donc, ça, c'est pour notre cher Mark Moss. Merci encore de ce travail-là. Vraiment, c'est génial. Ça vaut de l'or pour les traders, pour ceux qui suivent le marché, pour ceux qui tradent avec du Bitcoin. J'ai parlé avec des gens qui font du Forex. Ils m'ont dit, Adrian, la crypto, c'est encore plus payant. Pourquoi? Parce que ça bouge plus. Et non seulement ça, c'est que le marché est en train de basculer. OK, je vous l'ai déjà dit. Le marché traditionnel est en train de s'en aller dans les nouvelles technologies, dans le blockchain. D'accord? Maintenant, je vais vous parler d'un autre graphique d'un monsieur que j'ai découvert. C'est monsieur Giovanni Santostasi. OK? Et c'est un physicien. Il est tombé en amour avec le Bitcoin il y a des années, et maintenant, il avait sorti une théorie. C'est une théorie physique. Il n'a rien inventé. On appelle ça le Power Law. OK? En fin de compte, le Power Law, c'est tout simplement le lien entre un facteur qui affecte l'autre. Je vous ai déjà parlé, exemple, le nombre de naissances avec la situation financière. Plus la situation financière est bonne, plus le nombre de naissances augmente. Et plus le nombre de naissances augmente, plus ça fait une courbe. OK? Je vous ai déjà parlé de la loi de la gravité. Et le Power Law, on peut l'appliquer à peu près quasiment n'importe quoi. D'accord? Et il a sorti cette théorie parce que depuis un bout de temps, il étudie le Bitcoin et là, il s'est rendu compte que, wow, il y a quelque chose ici, là. Et si vous vous attardez comme il faut, là, vous allez comprendre que c'est quand même fort, ce qui nous amène ici. En fin de compte, monsieur Santostasi nous dit que selon sa théorie, le Bitcoin devrait atteindre 10 millions en 2045. 2045, c'est quoi? C'est d'ici 15 ans? 15, peut-être 20 ans. OK? Michael Saylor, il a déjà dit, il s'attend à 13 millions d'ici une vingtaine d'années. Donc, ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, si on veut comprendre ce graphique-là, à gauche, vous avez le prix et en bas, vous avez le timeline, ça veut dire les années. Donc, on parle ici d'une période depuis 2011. OK? Donc, en 2011, on est 2024, 13 ans. OK? Donc, en 13 ans, en 10 ans minimum, on peut déjà voir des tendances, voir des patterns, voir vraiment où est-ce que le marché se dirige, où est-ce que le prix du Bitcoin se dirige. Donc, en jaune, qu'est-ce que vous avez là? C'est tout simplement le vrai prix qui a été enregistré depuis les débuts de cette période-là. Donc, c'est les prix à la fin de la journée. Donc, vous voyez là cette montagne qui monte, qui descend, cette montagne russe, OK? D'accord? Ensuite, vous avez l'espèce de ligne verte qu'il a mis dans ce graphique-là. C'est la progression linéaire. C'est tout simplement, si on fait une moyenne de toutes ces pics-là, de toutes ces montées et descentes, ça vous fait une ligne. Ça finit par faire une courbe. D'accord? Ensuite, vous avez la ligne rouge. La ligne rouge, c'est tout simplement la ligne de support. En d'autres mots, c'est là que le prix en moyenne est tombé le plus bas. OK? Donc, il n'a pas descendu plus bas, donc on appelle ça la ligne de résistance. OK? Excusez-moi, la ligne de support, la ligne de plancher. D'accord? La ligne de résistance, c'est celle en mauve, celle qui est en haut complètement. C'est là que les prix ont monté le plus. D'accord? Là, si vous faites encore votre Napoléon, vous prenez du recul, vous regardez la colline, vous dites, attends, ça monte, ça descend, mais au bout de la ligne, ça ne fait que monter si on suit la moyenne. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui regardent le prix à tous les jours, c'est sûr qu'ils ont le nez collé à la vitre. Ils voient pas... ils voient pas ce qui se passe dans le marché en général. Mais lorsque vous prenez du recul, vous dites, attends,
ça monte, ça descend, mais ça finit toujours par monter, ça fait une moyenne. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vraiment tirer votre épingle du jeu avec le Bitcoin, il y a une vision de 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce que plus vous le gardez et plus ça va être payant, plus ça va vous payer. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit. Présentement, on vit le plus gros transfert de richesse. OK, il va y avoir le marché le Bitcoin vient de dépasser le marché de l'argent. Et c'est une question de temps qui va dépasser le volume de l'or et ensuite le volume de l'immobilier, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est le asset le plus rare sur le marché. OK? Et il y a 21 millions et comme Michael Saylor le dit, c'est un bull run de 10 ans. Après, c'est fini. Il n'y en aura plus. OK? Le timing est parfait. C'est le trading du siècle. C'est pour ça qu'on vous informe pour que vous puissiez vous diversifier. Et il y a une stratégie de achat moyen par jour, par semaine, par mois. OK? Mais l'important, c'est que si vous achetez un petit peu à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois, que ça monte, que ça descende, ça vous empêche pas de dormir. Très important. Donc ça, c'est les graphiques que je voulais vous partager. Ça vaut de l'or, je vous le dis. La connaissance que vous avez ici. Donc, voilà pour la partie graphique sur le Bitcoin. OK? Merci. Ok, je suis de retour et maintenant on va parler de économie parce qu'il se passe beaucoup de trucs et assez lourds. Donc, quand même, il est important de le savoir, de le reconnaître. Moi, je suis beaucoup Pierre Jovanovic. Donc, s'il y a un blog que vous devez suivre, je vais mettre le lien. C'est le blog de jovanovic.com. OK. Il fait ça tous les lundis. Je vous le conseille. Il y a beaucoup de nouvelles, bien sûr, sur la France et l'Europe, mais quand même, il se donne la peine de parler beaucoup du système bancaire et surtout des faillites qui s'en viennent. Donc, vous devez être au courant. Donc, une grosse nouvelle qui est sortie, puis il n'y a pas que lui qui en a parlé. C'est quand même historique. C'est Volkswagen qui va fermer 3 usines. Volkswagen n'a jamais fermé. Donc, ça vous montre que présentement, l'Allemagne est dans le trouble. Il y a des gros problèmes. Ça a commencé avec la coupure de Nord Stream et la hausse du prix du gaz, parce que pour faire tourner ces usines, surtout en Allemagne, il y a besoin du gaz pas cher russe de Poutine, chose qui n'a plus accès. Donc, je vous lis l'article, vite, vite. C'est une dépêche. Le célèbre constructeur allemand a cassé l'accord, contrat de non-agression et pas de licenciement. C'est surtout ça que vous devez retenir, qui avait été signé avec le syndicat en 1994 et qui est arrivé à terme, qui est supposé arriver à terme en 2029. C'est-à-dire qu'il casse le contrat syndical. OK? Volkswagen veut carrément fermer 3 usines. Ça, ce n'est que le début. Une véritable bombe, OK, à retardement pour le nouveau chancelier, M. Scholz, qui peine à convaincre et perd toutes les élections les unes après les autres. OK? Donc, ça va mal en Allemagne. Ce que vous devez savoir pour mes amis ici du Québec, OK, ou ceux qui connaissent moins le contexte européen, c'est que l'Allemagne, c'est le moteur industriel de l'Europe. Donc, quand l'Allemagne tousse, ben, l'Europe pogne la grippe. OK? C'est carrément ça. Et ça va pas tellement bien, d'accord? Puis depuis, c'est historique. Depuis 80 ans, Volkswagen n'avait jamais fermé d'usine. OK? Je crois que même en temps de guerre, là, ça roulait à fond. Donc, techniquement, dans l'histoire de Volkswagen, ce seront les premières fermetures d'usines à ce niveau depuis son existence, soit 87 ans. OK? Donc, c'est historique. Mettant le feu social dans la tête de 680 000 salariés avec la lettre du PDG qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Mais Volkswagen, à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça. L'énergie coûte trop cher, on s'en va en faillite. Et comme un bon gestionnaire, mais on va délocaliser. On va mettre des usines au Mexique, on va mettre des usines au Maroc, où le coût coûte beaucoup moins cher. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que le peuple allemand se sent trahi, se sent abandonné, et ça envoie un signal en voulant dire « Wake up, ça va pas bien, il faut faire des ajustements. » D'accord? Une autre nouvelle,
Ça nous vient du vieux renard qui est Warren Buffett. OK? Eh bien, Warren Buffett a vendu des actions. Donc, ici, un article sur Bank of America, OK, où les tranches AAA de Berkshire, Berkshire, c'est la société d'investissement multimilliardaire de Warren Buffett, eh bien, le mystère s'éclaircit, d'après moi, mais pas dans le bon sens. En fait, dans le sens négatif, et confirme l'article de la semaine passée, ça c'est Jovanovic qui nous dit ça, Warren Buffett a commencé à vendre les actions de la Bank of America. OK, c'est pas pour rien. Il sent ça venir, là. Ça chauffe. Dans le système bancaire, on parle de 50 à 75 banques. C'est une question de temps, là, que vous allez voir tomber comme des dominos. Pour une raison simple, celle-ci a des trilliards de prêts en cours dans le monde de l'immobilier de bureaux, centres commerciaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous ai déjà parlé qu'un des endroits où ça va commencer à tomber, c'est dans l'immobilier commercial. Les banques sont trop exposées, les gens ne vont plus des centres commerciaux, les tours à bureaux, il n'y a plus personne. La plupart des gens travaillent de chez eux, tout se fait à travers Zoom. OK? Depuis la COVID, ce secteur-là, il mange la claque, comme on dit ici. OK? Donc, évidemment, Warren Buffett, il regarde ses billes, puis il dit bon, mais à son équipe, l'analyse de son équipe est donc claire. Elle estime que le Bank of America est devenu en danger. OK? Raison pour laquelle ils ont continué à vendre, et c'est là par palier pour ne pas s'aimer la panique. Ça veut dire que pour ne pas s'aimer la panique, il vend par couche, mais il se débarrasse. OK? Pourquoi? Parce que Bank of America, ben, c'est trop exposé et ça peut crasher. Autre chose que j'ai su, et retenez ça comme il faut, il y a quelqu'un qui a fait une enquête, OK, savoir à qui appartient BlackRock. Et on a su que plus de 70%, OK, il y avait Citadel et Merrill Lynch. Mais, surprise, surprise, Merrill Lynch, qui est le plus gros actionnaire de BlackRock, appartient à Bank of America. Je me demande pourquoi que BlackRock a sorti le ETF, OK, Bitcoin. Peut-être que BlackRock, il dit, écoute, ça chauffe, je suis mal exposé ailleurs, j'ai besoin de me réfugier. Et quoi de mieux que les bitcoins et les ETF. D'accord? Donc, c'est ça. À ce jour, l'équipe de Buffett s'est débarrassée de 7 milliards de dollars d'actions, bien qu'il soit encore le principal actionnaire de la banque. Donc, quand un mastodonte comme ça bouge, il faut porter attention. Ça veut dire quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ont l'information que nous, les communs des mortels, on n'a pas. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Alors, un autre article que je tenais à vous partager pour fermer ma chronique économie, d'accord, c'est majeur. Ça nous vient de Zero Edge. Ça a sorti aujourd'hui, vendredi. OK, vendredi 13. OK. C'est marqué Endgame. Il dit, c'est la fin. Interest on the US debt surpass 1 trillion for first time ever. C'est-à-dire que les intérêts sur la dette viennent de dépasser le trillion de dollars. 1000 milliards. OK? Donc, le budget a explosé, comme par hasard, avec Biden puis Kamala Harris. OK? Et on arrive à un déficit record. Ce que vous devez savoir, c'est que les États-Unis s'endettent, OK, de 1 trillion aux 100 jours. OK? Il y a quoi, 365 jours dans l'année? Minimum 3 trillions. Donc, le 35, vous voyez là, il va être rendu à 38. Une question de temps qu'il va être rendu à 40 trillions. OK? C'est game over. Les Chinois, les Russes, l'Europe, tout le monde, c'est... OK? Même les taxistes le savent. C'est fini. OK? L'expérience arrive à sa fin. D'accord? D'où la raison de mon émission aussi. C'est vous tenir au courant, pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui arrivent un peu tard dans le party. OK? Vous devez savoir ce qui s'en vient. Donc, et dans l'article, je vous en fais part de tout le reste. Mais le point que l'article finit dit, ce qui veut dire, c'est que les intérêts des dépenses bientôt vont surpasser
les dépenses de la sécurité sociale, qui est la plus grosse dépense des États-Unis, plus gros que le complexe militaro-industriel. Ça veut dire que la dette va devenir, les intérêts de la dette va devenir la plus grosse dépense du pays. Quand un pays est rendu là, t'as beau t'appeler les États-Unis ou l'Empire romain, ça va tout simplement dire c'est fini. OK? Fait que en quelques mots, c'est marqué game over. Voilà, donc c'était ma chronique au niveau financier, d'accord? Donc, je vous reviens aussi avec quelques nouvelles intéressantes pour notre groupe, d'accord, que vous devez savoir, parce que l'entre-deux aussi est en train de faire partenariat aussi avec d'autres personnes. OK, tout ça dans le but de vous amener des outils et de l'information exclusive pour vraiment vous préparer votre plan B et surtout nous mettre à l'abri de tout ce qui s'en vient, que vous le savez déjà. Je ne vous apprends rien. D'accord? OK, donc je vais vous parler aussi de certaines choses que je suis en train de mettre en place, qui sont un peu, ça va se greffer. La première chose, c'est que je fais partenariat avec quelqu'un que je connais qui s'informe beaucoup avec des newsletters financiers, surtout dans le secteur des secteurs américains. Et puis, on a décidé de faire un partenariat et vous rendre accessible un newsletter qui va vous informer. Il y a une version gratuite, mais il y a aussi une version premium. La version premium euh, qui va vous être accessible va vous informer sur les tendances du Bitcoin. OK? C'est surtout des informations exclusives, des recherches sur le plancher des vaches, sur certaines cryptos qui peuvent être prometteuses, qui peuvent être intéressantes, aussi sur le marché de l'or, OK? Soit des actions de mine et aussi sur l'or en général et le stock market. OK? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est important aussi de vous diversifier, du moins avoir l'information. Cette lettre-là n'est pas un conseil financier, mais c'est tout simplement vous partager les informations et surtout vous partager des analyses des professionnels, d'accord? Parce que il n'y a pas meilleure façon que prendre le volant de votre destinée et prendre le volant aussi de vos finances, d'accord? Il y a ce newsletter-là aussi, autre chose que je tenais à dire, c'est que bientôt, je vais partir, j'ai décidé de l'appeler comme ça, le cours, comme au Salvador, ça va s'appeler mon premier Bitcoin. Donc, c'est un cours que je vais commencer à donner, soit par Zoom, donc des gens qui veulent savoir comment transférer des Bitcoins, comment transférer de l'argent, comment acheter du Bitcoin dans un exchanger, comment le garder dans un portefeuille et surtout comment le protéger, OK, dans un wallet où on ne peut pas le saisir parce que c'est un wallet décentralisé. C'est quand même technique, mais vous allez voir, même, je disais à la blague, mon amie de 70 ans, maintenant elle est toute fière parce qu'elle est capable de faire elle-même les transactions, d'accord? Parce qu'il y a un gros problème de connaissances, puis il y a un gros problème des gens qui aimeraient peut-être avoir accès à cet asset-là, qui est le Bitcoin, mais ils ne savent pas, OK, à cause de toutes sortes de raisons, soit parce que personne ne leur a montré, ou parce qu'ils pensent qu'ils sont rendus trop vieux, mais ils aimeraient ça sortir une partie de leurs fonds et les placer, les diversifier dans ça. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, je tenais à vous dire que je pars bientôt au mois de novembre pour le Salvador avec un groupe d'amis et d'investisseurs. On s'en va prospecter sérieusement qu'est-ce qui se passe là-bas. Je pars pour 2 semaines, puis je vais faire un genre de mini-reportage aussi. Et je m'en vais à une des plus grosses conventions mondiales sur le Bitcoin. J'ai un contact, Charlie, c'est un Irlandais qui vit au Salvador, qui m'a fortement invité à aller faire un tour. Donc, mon but à moi aussi, c'est de vous informer, vous tenir informé de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe sur le terrain, d'accord? Et peut-être, on ne sait pas,
Peut-être qu'il y a des opportunités qui peuvent vous intéresser. Donc, il est important de graviter dans l'émission, partager l'émission, d'accord? Donc, ça, c'est par rapport à ce qui s'en vient, d'accord? Donc, newsletter, le cours sur le Bitcoin et un reportage sur le Salvador, OK? Donc, je vous reviens avec le mot de la fin. Tantôt. OK, c'est déjà la fin de l'émission numéro 10. Et pour ceux qui ne savent pas, le mot de la fin, c'est souvent une réflexion philosophique que je fais. Et j'ai décidé de l'appeler voyage, tout simplement. Le mot voyage ou voyager. Pourquoi? Parce que, bon, ces temps-ci, j'ai la tête pas mal avec le voyage du Salvador. Mais ça m'a permis aussi de pousser un peu plus loin le bouchon, comme on dit. Et le voyage, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y en a pour qui c'est peut-être voyager dans le sud. Il y en a peut-être, c'est d'autres, aller voir de la parenté, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, prendre l'avion, aller en France ou aller en Amérique ou des choses comme ça. OK? Il y a le voyage qu'on appelle le voyage qu'on entame physique. OK? On se déplace d'un endroit à l'autre pour aller voir des amis ou tout simplement découvrir du pays, comme on dit. Mais en même temps qu'on fait ça, je fais un lien aussi avec le voyage intérieur, OK? Le grand voyage, OK? Donc, vous savez comme moi que quand on arrive ici, on ne choisit pas où est-ce qu'on est, tout simplement, on entame tout petit nos premiers pas et en vieillissant, on se rend compte qu'on dirait que tout ça est comme un voyage, est comme une destination, un itinéraire qu'on fait de plus en plus. Bien, à mesure qu'on grandit, à mesure que les étapes de la vie arrivent, eh bien, on choisit des nouvelles stations. Et on commence à découvrir que tout en ayant des expériences, c'est comme si on les a en même temps, parce que on est fait comme ça. On travaille, on voyage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'accord? Et pourquoi je vous parle du mot voyage? Parce que quand j'étais au Salvador l'année passée, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes et beaucoup de communautés qui se déplacent. On dirait que beaucoup de gens bougent, les gens cherchent, OK? Cherchent des opportunités, cherchent à améliorer leur sort, cherchent à se pousser d'un endroit. Vous savez, la vague d'immigration qu'on retrouve, qu'on soit d'accord ou pas, on vit une période où tout le monde voyage, tout le monde bouge, OK? Et aussi, c'est parce que la société, l'actualité de la façon qu'elle est faite, on n'a pas le choix. Parce que à un moment donné, j'écoutais un reportage sur l'Espagne, comment que elle est en train de se vider de ses jeunes, sont en train de partir. En Angleterre, c'est la même chose. Beaucoup de gens sont en train de quitter le pays. OK? Le Canada, parle de 4 millions. 4 millions de Canadiens ils ont déjà quitté. Et il y en a beaucoup qui sont en train de s'établir un peu partout, puis aussi en Amérique centrale, Mexique, OK, Salvador et d'autres pays. D'accord? Et même chose en France. OK? Ici au Québec, au Canada, à Montréal, OK, il y a une vague de Français qu'on appelle, OK, qui arrive. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche, tout le monde voyage, tout le monde cherche à améliorer son sort, puis tout le monde s'est dit, si je vais là, peut-être que je vais avoir des meilleures opportunités, et c'est normal, d'accord? Donc, voyager, que vous le vouliez ou pas, OK, à un moment donné, vous êtes pris à prendre une décision, d'accord? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que il y a un voyage, que vous le vouliez ou pas, qui s'en vient, OK, à cause de tout ce mouvement-là, à cause de toute cette crise qui s'en vient, où des fois, on va être obligé de... C'est pas parce qu'on voulait voyager, parce que des fois, on se dit, j'ai comme pas le choix. Vous savez, j'écoutais des Ukrainiens qui sont au Salvador, sont en Amérique centrale, et la fille dit, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu un obus qui est tombé devant chez nous, et je me suis dit, non, je ne peux pas rester ici. Il faut que je me pousse. OK? Mais nous, peut-être le obus qui va être, ça ne sera pas une bombe, ça peut être une bombe financière, où des gens vont dire, je suis peut-être obligé de voyager, je suis peut-être obligé de faire des moves, comme on dit. D'accord? Donc, vous savez, avant le grand départ, c'est quoi le grand départ? On appelle ça en fin de vie. Vous savez, il y a un autre voyage qui commence après cette étape de cette vie-ci. Ça, c'est notre sujet. OK? Mais d'ici là, OK, peut-être qu'on va être obligé de faire des ajustements, peut-être qu'on va être obligé de regarder ailleurs, peut-être qu'on va être obligé de prendre un plan B
ou quoi que ce soit. Fait que le voyage que je fais au Salvador, c'est un peu dans cette perspective-là. Et pourquoi je tiens à vous le partager? Parce que tout le monde cherche à améliorer leur sort, OK? Et souvent, quand je parle de ce voyage-là, les gens sont « Hey, c'est intéressant, ça m'intéresse, j'aimerais ça aller faire un tour. » On voit chez les gens que les gens, où est-ce qu'ils sont présentement au Québec, au Canada, ou en France, ou en Europe, okay? Même aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de se vider. Okay? Les gringos sont en train d'arriver au Mexique, puis en Amérique du Sud. Okay? Pourquoi? Parce que on sait tous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, le voyage fait partie de notre vie. Okay? Mais le plus grand voyage que vous allez faire, c'est le voyage intérieur. Le voyage où vous allez apprendre à vous connaître, okay? À vous améliorer comme personne. D'accord? Et notre émission, l'émission que je fais, le but aussi, c'est non seulement, vous savez, l'entre-deux, c'est l'écran, la personne qui vous parle présentement, et vous, il y a un entre-deux, OK? Et dans cette zone-là, il se passe quoi? C'est votre réalité, votre perception, d'accord? Et ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que le voyage intérieur et extérieur fait partie de notre vie, OK? Donc, même pour quelqu'un qui n'a jamais bougé de son patelin, OK? Il y a quand même un voyage intérieur, un voyage d'expérience qu'il a vécu, d'accord? Donc, l'important, c'est dans un voyage, vous savez, des fois, on voyage vers l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est comme une aventure. C'est comme l'Odyssée d'Homère. C'est comme Ulysse, lorsqu'il prend... c'est comme les Vikings qui s'en vont explorer. C'est comme Christophe Colomb. C'est comme Jacques Cartier. D'accord? C'est comme explorer la vie. Puis des fois, avec les événements, ça nous pousse à aller de l'avant. Donc, dans cette émission-là, on va tout faire pour vous donner les meilleures informations, vous donner les meilleures perspectives et surtout, un peu comme Napoléon, j'aime cette image-là, voir au loin où est-ce qu'on peut se diriger, où est-ce qu'on peut aller, OK? Où est-ce que ça chauffe moins, où est-ce que je pourrais placer mes pattes, avoir un pied à terre, OK? D'où la raison de ces partenariats que je suis en train de faire pour vous donner des alternatives. En fin de compte, moi, je ne fais que vous amener l'information. Et à partir de là, ben, vous faites vos devoirs. J'ai toujours dit, hein, fiez-vous pas à ce que je vous dis, contre-vérifiez. D'accord? Donc, tout ce que je vous dis, vous devez vous faire votre propre idée et surtout vous informer, OK? Et vous dire, oui, j'ai compris, ça me parle, ça résonne, OK? Ça me plaît. Why not? Donc, je vous laisse avec ces mots-là. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je devrais poster ça d'ici lundi ou une belle semaine. Mais peu importe, l'entre-deux continue et l'aventure continue. Le voyage continue. Ciao tout le monde!